C'est un combat permanent, déjà pour qu'on nous entende, pour qu'on accepte de dire, bon bah toi, le noir ou toi la noire, ah ouais, t'as quelque chose à dire. Tu demandes réparation. Ben oui, moi en tant que femme noire, j'exige des réparations. Et j'ai le droit. J'ai le droit. Il fallait que la communauté noire de France s'organise pour répondre aux enjeux et aux problématiques auxquelles elle était confrontée. Madame Rosita d'Estival est descendante de Monsieur Lucien Télismar et de Zulma. Monsieur Lucien Télismar a été affranchi en 1834 à Petit Canal, en Grande Terre, en Guadeloupe, à l'âge de 13 ans. L'esclavage des Noirs pratiqué par les Européens pendant des siècles a laissé des traces. Les Africains et descendants d'Africains éparpillés à travers le monde demandent depuis plusieurs années réparation suite au désastre de ce trafic honteux qui a réduit l'homme noir en esclavage et dont les conséquences sont encore visibles aujourd'hui. Qui débarquaient en Amérique provenant d'Afrique, chargés de chaînes, ils partageaient des éléments extérieurs ou des caractéristiques extérieures communes. C'est-à-dire, ils avaient la peau noire. Bonjour, maître Gilles Wanji. Oui, bonjour. Dans tout l'ancien univers concentrationnel d'Amérique, vous savez, l'image du noir est historiquement liée à la notion et à l'image visuelle de l'esclave. Esclave et noir sont devenus synonymes. Et pourquoi croyez-vous qu'ils sont devenus synonymes? Personne n'a pris volontairement le bateau à Gorée ou à Saint-Thomas ou ailleurs pour aller en Amérique. Ça n'existe pas. Donc là, la dette est claire et nette. Elle ne se discute pas. Ce qui a été gagné, ce qui a été produit doit être payé. Est-ce qu'il y a eu un dommage important causé à des personnes qui ont été victimes de ces crimes? Oui. Alors si on répond oui, il faudra réparer naturellement. Il appartient aux tribunaux d'en décider. Cela fait 4 ans que vous êtes dans la recherche, mais quel type de recherche en fait? Je suis juriste, c'est une recherche de droit international sur les réparations, sur le droit aux réparations pour l'esclavage et le colonialisme. L'esclavage. Alors l'infrastructure de ces deux grandes choses, l'esclavage et le colonialisme, ça n'a pas changé. Système qui doit être attaqué. C'est pour ça que moi, je veux assigner l'État français devant la justice. Cela nous allons effectivement à mettre en place une procédure qui consiste d'une part à corriger les méfaits qui sont issus de l'esclavage, et en particulier ce qui résulte de l'esclavage transatlantique et les gens qui en ont souffert. Évacuer l'affaire en disant l'affaire est compliquée, je trouve ça insultant pour l'État et bien entendu insultant à plus forte raison pour tous ceux qui, quelle que soit leur couleur et quel que soit leur milieu social, sont aujourd'hui descendants, partie prenante des désastres de la traite et de l'esclavage. C'est quand même un sujet qui est porté depuis des années par certains aînés. Effectivement, on n'a pas connaissance des gens qui ont combattu pour les réparations. Donc, c'est l'occasion d'insister sur le fait qu'on n'a pas l'impression, une fois qu'on s'est renseigné sur ce sujet, d'être les précurseurs d'un combat, mais les continuateurs d'un combat. Les avocats du MIR
de Fort-de-France ont mené bravement les procédures en cours. Donc aujourd'hui, pour toutes les autres procédures, on les sollicite, on travaille ensemble, et c'est ce qui sera d'ailleurs pour cette procédure à venir. Ils ont mis en place un système pour faire en sorte que nous soyons créolisés, c'est-à-dire que nous soyons réduits à l'état d'être sans culture, oubliant notre culture, oubliant notre passé africain, pour n'être que ce qu'ils veulent que nous soyons, c'est-à-dire des personnes adhérant à leur culture et adhérant à d'autres conditions de citoyens de seconde zone. Nous sommes noirs, fiers d'être noirs, mais en tout cas, il est évident que nous aurions été blancs, nous aurions subi le même sort qu'ont subi nos ancêtres, en étant blancs, il y a fort longtemps que nous aurions eu réparation. Dans l'esprit ou dans l'inconscient collectif, disons donc les Occidentaux, le Nord a besoin de réparation. Et c'est ça qui est grave. J'ai vraiment voulu en savoir plus sur ma famille, sur le parcours de cette famille. Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas... il y avait quelques personnes que je connaissais, puisque j'ai eu la chance d'aller à la Guadeloupe à l'âge de 15 ans, j'y suis retournée à l'âge de 20 ans, mais il y a eu vraiment une rupture. Une rupture territoriale, c'est-à-dire une fois que nos parents étaient venus dans l'Hexagone, là-bas il n'existait plus, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de lien véritablement. Et le fait de rétablir ce lien, c'est devenu une vraie question, un véritable enjeu. Et entre début des années 2000, milieu des années 2000 et aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres découvertes dans les archives faites depuis? Oui, beaucoup. Parce qu'au départ, on est accompagné, mais ensuite, on gagne en autonomie une fois qu'on a la méthode. Et là, j'ai recherché du côté de ma mère, j'ai recherché aussi du côté de mon père, et je vous le dis, hein, une fois qu'on est lancé, juste s'arrêter. Oui. Et il y a eu des structures qui t'ont accompagné au départ en fait pour cela, ou comment ça s'est passé en fait? Oui, il y a une association, le CM98 et tout ce peuple qui a été abîmé dans sa chair, meurtri durant des siècles et des siècles. Et pour moi, il est évident qu'aujourd'hui, une réparation, si elle devait s'imposer, devrait naturellement avoir tous les aspects du thème. On n'est pas là pour se moquer de l'État, on n'est pas là tout simplement pour demander des comptes. Et c'est dans cette perspective-là que Christian Taubira envisageait l'élément sucré de sa loi. Il ne s'agissait pas de faire une espèce de jeu de chantage, il s'agissait tout simplement de mettre l'État face à son histoire, face à sa continuité et face aux conséquences de cette continuité. Ou alors on déclare, c'est une possibilité, qu'il n'y a pas de continuité de l'État, qu'il y a discontinuité de l'État, et on considère par exemple que la Ve République n'est pas du tout redevable de ce qu'ont fait les autres 4 républiques précédentes, ni la monarchie, ni le reste. Auquel cas, ciao la colonisation. C'est vrai qu'on est reçu par Matignon. Pour nous, on pense que pour l'instant, ce n'est qu'une porte qu'on a entrebâillée et à laquelle on a mis l'encornure de notre pied pour pas qu'elle se referme. Mais le combat va être très difficile parce qu'il y a des résistances très importantes qui visent justement à conserver certains intérêts, qui sont les intérêts d'un mot qui fait un peu peur à certaines personnes qui aimeraient se dire qu'on est dans le monde des bisounours, mais c'est des intérêts liés à la suprématie blanche. Et tout le problème des réparations va faire un effet domino, boule de neige. Si jamais il y a le doigt qui est mis dans cet engrenage, il y a beaucoup de choses qui vont être remises en cause, dont les intérêts de la suprématie blanche. Parce qu'on ne pourra pas rendre justice sans réparer un certain nombre d'exactions ou de privilèges qui ont été fondés, bâtis sur ce crime contre l'humanité, tout simplement. Donc il est tout à fait normal que l'État français, qui a bâti une grande part de sa grandeur sur ce crime contre l'humanité, émette des résistances, même s'il prétend ne pas en avoir conscience, ou même s'il donne l'impression de ne pas en avoir conscience. Il y a un enjeu considérable autour des questions des réparations. Quand nous
nous parlons de réparation, il ne faut pas être aussi borné pour prétendre réduire cela à quelques sous. Non, il ne s'agit pas que de cela, mais il ne s'agit pas non plus, comme j'avais entendu dire un jour, de réparation symbolique, parce que moi je ne sais pas ce que cela veut dire réparation symbolique, étant donné que les Noirs, dans l'univers concentrationnel d'Amérique, ils n'ont pas été que symboliquement écrasés ou symboliquement stigmatisés. Ils ont été purement et simplement écrasés, anéantis, anéantis pendant des siècles. Et cela ne peut pas se réparer par un tour de magie. Il faut être sérieux là-dessus. Il y a certains qui ont tendance à dire, ils ont peut-être raison, mais on ne sait pas, que voilà, nous continuons à vivre un petit peu dans le passé. Voilà. C'est une histoire tellement lointaine, mais nous restons toujours dans le passé. Mais bien sûr, nous restons dans le passé, puisque nous sommes toujours dans les conséquences d'un fait, d'un événement historique qui a commencé voici plus de 5 siècles, qui a duré plusieurs siècles et qu'encore aujourd'hui les conséquences continuent à nous frapper. Et bien, aussi longtemps que les conséquences resteront actuelles, comment voulez-vous qu'on sorte de ce passé? Selon vous, il y a vraiment des répercussions de cette histoire coloniale maintenant, actuellement, dans le présent. Est-ce qu'il y a des traces? Ah oui, il n'y a pas de question sur ça. Moi, avant de commencer cette recherche, j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans 2 pays d'Afrique et après dans 2 pays aux Caraïbes. Et avant, je ne connaissais pas, je connaissais, comme on connaît tous un peu l'histoire, mais pas précisément. Et là-bas, j'ai vu que les gens... j'étais très bien accueillie, mais beaucoup de gens sont matériellement pauvres. Et après, j'ai lu et j'ai un peu vu, et moi, lu sur l'histoire, et j'ai vu clairement que ça revient à ça. Et aussi, quand on se rend compte que avant que les Européens ont commencé avec l'esclavage transatlantique en Afrique, l'Afrique avait en général un niveau de vie plus élevé qu'en Europe, mais surtout beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui sur le tout du continent en général. Et si on regarde la documentation historique, il n'y a pas vraiment de marge de doute que cela est dû aux violences systématiques pendant 500 ans que les Européens ont imposées. Alors comment ça se fait que ce dossier, ce sujet des réparations est un sujet qui a du mal à passer vraiment? Alors c'est parce que en fait, on peut dire que ça a du mal à passer parce que les gens vivent toujours dans un concept, dans l'esprit de dominant-dominé. C'est ça qui perdure, c'est ça qui continue. L'esclavage, c'est la négation même de l'humanité. C'est la négation. Être noir à cette époque, c'est pas humain. C'est quelqu'un qui est considéré comme un objet. Donc pour moi, c'est resté dans la mémoire collective. Et fondamentalement, on a des ramifications qui continuent aujourd'hui et qui font que ce que subissent nos jeunes aujourd'hui, de préférence noire, c'est exactement les conséquences de ce qui a été l'histoire. Alors vous assignez l'État français en justice avec d'autres avocats? Bien sûr. C'est un combat qui va être dur et il faudra qu'on soit de plus en plus nombreux à le porter parce que l'occidental n'aime pas payer. Mais nous avons affaire à un créancier, nous avons affaire à un payeur. Et dans le cas d'espèce, l'État et l'État en tant qu'entité légiférante, et l'État en tant que masse de citoyens qui sont des contribuables et qui sont des gens qui gagnent leur vie en France. Alors, dans ce cas-là, on ne s'amuse pas à dire qui est le fils de qui. S'il faut aller chercher le fils de chaque député, le fils de chaque négrier, le fils de chaque archevêque, là, en effet, on n'est pas sauté de l'auberge. Mais si on prend la masse salariale, si on prend le prix de la traite, si on prend les gains de la traite, si on les calcule, et si l'on additionne tout cela, et si l'on peut, à partir de là, faire X
Y, Z fondation, Z manière de sans donner une pension, comme disaient les Américains, 4 sous et un mulet à chaque noir, mais des entités capables de redistribuer une manne qui leur revient de droit, eh bien, écoutez, c'est que l'État claudique. Il y a des efforts qu'on fait en même temps, c'est effacer les choses, mais en même temps, on ouvre la porte. Les choses ne sont pas simples comme ça. Quand il y a une porte qui est fermée, il y a une autre qui s'ouvre. Et on doit profiter de ça. On doit ouvrir, vraiment ouvrir ces portes. Et jusqu'aujourd'hui encore, on sent qu'il y a des blocages en fait. Comme ça, on ouvre les portes comme ça. Et ça ressemble un peu agressif et quelque part c'est agressif. Mais en même temps, si les choses étaient vraiment justes ici, il ne serait pas nécessaire de s'agir comme ça. Pas vrai? Tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient pu faire pour faire de nous des êtres sans culture à leur service, avait peut-être réussi dans l'apparence, mais ce qui constitue, ce qui fait que nous sommes, nous existons, c'est la culture africaine de nos ancêtres. Parce qu'elle est là, elle est sous-jacente, elle est transmise. Nous la transmettons sans même nous en rendre compte. Avant l'abolition, l'esclave n'avait qu'un prénom et un matricule. Donc c'était... Ensuite, quand on a le nom de son ancêtre, ben, le challenge, c'est de retrouver l'habitation où il était retenu esclave, le nom de son maître, et enfin, il faut être très 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 méthodologique. Et quand on voit ton dossier, en fait, on voit que ça remonte à bien avant la deuxième abolition de l'esclavage, en fait. Il y a des noms qui remontent bien avant. Il y a des noms qui remontent bien avant, et justement, là, je suis dans l'interprétation. Alors, on est pratiquement dans le fantasme, et la rigueur dans la recherche, c'est d'avoir des preuves. Et donc, moi, jusque-là, je n'ai pas beaucoup d'éléments, et il va falloir que j'aille à la source, c'est-à-dire aux archives. Mais quel est l'intérêt vraiment de faire ce travail-là, en fait? Ben, c'est de retrouver la mémoire, justement. Madame Rosita d'Estival est descendante de Monsieur Lucien Télismar et de Zulma. Monsieur Lucien Télismar a été affranchi en 1834 à Petit Canal, en Grande Terre, en Guadeloupe, à l'âge de 13 ans.